Bonjour à tous et à toutes qui nous rejoignez pour cette première émission 30 minutes IA et tourisme. Alors, un petit mot d'abord pour expliquer de quoi il s'agit. Nous sommes quelques-uns dont vous voyez de fiers représentants autour de cet écran à nous avoir échangé sur l'intelligence artificielle lors de divers rendez-vous de tourisme. Tout le monde est impliqué d'une manière ou d'une autre dans la vulgarisation, dans la veille, et tout le monde est surtout passionné d'intelligence artificielle et tourisme. Et on s'est dit, ce serait pas mal de pouvoir échanger un peu plus entre nous des deux côtés de l'Atlantique qui nous y intéressons. Et donc, on a eu l'idée de finalement enregistrer nos échanges pour ensuite pouvoir le diffuser sur nos propres réseaux et donc pouvoir vous en faire profiter. L'origine de cette émission, si on veut, ce podcast qui s'appelle 30 minutes, intelligence artificielle et tourisme. Et donc, autour de moi, les membres titulaires finalement. On va commencer par Nicolas, si tu veux bien te présenter. Ouais, Nicolas François, je suis directeur de pôle digital à l'Agence régionale du tourisme Grand Est et je suis créateur de la newsletter IA Tech and Travel Café. Bon, merci Nicolas. Jean-Philippe, qui nous vient du Québec. Oui, donc bonjour, Jean-Philippe Duchesneau. Je suis copropriétaire du groupe Éco-Récréo et de Voile en Voile. Donc, on possède plusieurs attractions touristiques dans la grande région de Montréal. Je suis aussi vice-président du groupe de travail en intelligence artificielle et tourisme du Québec, où on regroupe là, plusieurs acteurs du domaine touristique et de l'intelligence artificielle. Merci Jean-Philippe. Et enfin Benoît. Benoît Dudaragne, bonjour à tous. Moi, je suis consultant en tourisme, en e-tourisme à la base, et puis maintenant en intelligence artificielle. Je suis membre du groupement ID Réseau, qui est un groupement de consultants dans le sud de la France, autour de Montpellier. Voilà. Et très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de partager la passion un petit peu de l'IA. Alors, on a fait un pilote au mois de décembre, du coup, on a décidé de faire une séquence, enfin une émission en trois séquences. Euh, un moment de veille, qu'est-ce qu'on a vu qui s'était passé qui nous a intéressé. Un sujet un peu plus important. Aujourd'hui, on va parler des données dans l'intelligence artificielle. Et ensuite, un outil. Et le tout en essayant, alors qu'on est bavard, hein, de faire tout ça en 30 minutes chrono. Donc, de suite pour démarrer, je vais passer la parole à Jean-Philippe, puisqu'on est sur la première séquence, la séquence de la veille. Et vous avez vu, c'est bien fait, il y a mon fond d'écran qui a changé avec le titre. Jean-Philippe, c'est à toi. Oui, donc pour la veille, on va analyser un petit peu ce qui s'est passé à la fin du mois de décembre 2024. Donc, l'année 2024 a vraiment été pleine de rebondissements. On a vu plusieurs outils sortir. À l'heure actuelle, on parle d'environ 5000 outils différents en termes d'intelligence artificielle. Mais il y a plusieurs grands joueurs qui prennent le peloton de tête pour être capables de présenter leurs outils dans différents segments. Parmi ceux-là, il y a OpenAI, donc, qui a développé ChatGPT, et il y a également Google. Les deux se sont livrés une bataille assez féroce au cours du mois de décembre où ils ont renchéri sur les innovations de l'autre. Et on voulait regarder ça un petit peu ensemble pour voir qu'est-ce qui avait été sorti. Donc, tout d'abord, simplement pour attendez, donc, les annonces de OpenAI, donc, ils ont annoncé ce qu'ils ont appelé là, les 12 jours de Noël, 12 Days of Christmas, où à chaque jour, pendant 12 jours, ils ont annoncé des nouveaux outils ou des nouvelles fonctionnalités dans leurs différents systèmes. Ça a commencé, et je ne les ai pas tous mis ici derrière dans la présentation, mais on peut voir le jour 1, ils ont lancé une version pro de leur système là, phare de ChatGPT avec plus de fonctionnalités, avec des systèmes qui étaient encore plus puissants, qui permettaient un raisonnement encore plus grand que ce qu'on avait connu dans le passé. Par la suite, journée 3, ils ont lancé Sora, qui était un logiciel de création vidéo. Donc, dans le fond, avec simplement une entrée de texte, on peut générer du contenu vidéo. Le système a quand même été reçu qui avait été annoncé il y a plusieurs mois, a été reçu moins bien qu'on pouvait l'imaginer. Le système avait quelques ratés au départ et ne correspondait plus nécessairement à ce qu'on s'attendait des systèmes vidéo, étant donné que plusieurs autres modèles ont vu le jour là, au cours des derniers mois.
Par la suite, il y a eu d'autres annonces. Donc, on parle là, de capacité visuelle pour la fonction là, de voix où on est capable sur son téléphone de présenter, mettre le téléphone en mode caméra et ChatGPT est capable de voir notre environnement. On a lancé ils ont aussi également lancé les projets qui nous permettaient de regrouper certaines prompts, dans le fond, certaines requêtes à l'intérieur d'un même modèle. Ils ont lancé le GPT Search à tout le monde. Et finalement, la dernière journée, ce qu'ils s'étaient gardé dans le fond comme grande nouvelle, c'était l'annonce d'un nouveau modèle qu'ils ont appelé O3, qui est un modèle là, vraiment qui permet de faire un raisonnement très avancé et qui devrait nous amener là, encore plus loin au niveau de l'IA. Par la suite, Google a répliqué avec ses propres annonces. Ils ont de leur côté là, lancé des systèmes similaires, donc avec un mode là, de raisonnement avec le Gemini 2 Flash Thinking. Ils ont lancé VO2 qui était leur système de génération vidéo qui est encore là, en mode bêta pour le moment et seulement disponible sur une liste d'attente, mais qui promet là, d'être très intéressant. Ils ont lancé leur modèle de génération d'images aussi. Qui n'est Euh, qui n'est pas disponible en France. Je ne sais pas si vous l'avez, vous, au Québec. non, pas encore, pas Ah, pas encore. encore. Il y a qui marchait aussi, je crois, sur une liste d'attente. Je me suis mis sur les listes d'attente pour tout. J'ai pas eu la chance de les tester encore, mais ça promet d'être vraiment intéressant. Fait que, dans le fond, ce sont les grosses annonces de 2000, de la fin 2024. Ça a été quand même une belle compétition. Ça va rendre 2025 vraiment intéressant. Ça va assurément avoir un impact de voir là, qu'ils se relancent comme ça, puis qu'ils veulent prendre la tête vraiment de l'IA. Tout va jouer, je pense, dans 2025. Je ne sais pas de vous, de votre côté, Jean-Luc, Benoît, Nicolas, comment vous avez vécu ça, ces annonces-là, mais c'est intéressant de voir que ça bouge rapidement, là. Ah oui, tout à fait. Moi, s'il y a deux trucs que j'ai trouvé génial, c'est le Gemini, la Deep Research, qui permet Oui. de faire des recherches d'enfer. Il fait un dossier de recherche, ça c'est top. Et puis également le mode projet de ChatGPT, ça c'est sûr. Vraiment. Ouais. Moi, ouais, comme toi, le mode projet, ça aide vraiment. C'était mieux que le moteur de recherche interne. Là, parce Ouais. que le moteur de recherche interne, tu voyais vite la limite. Là, tu retrouves vraiment quelque chose de super intéressant. Par contre, c'est la même question que Jean-Luc. Nous, en France, on n'a pas accès à tout encore, hein. Sora, par exemple, tu peux toujours pas. Alors toi, OK. tu peux peut-être au Canada, mais nous, on est non. Ouais, je l'ai testé. J'ai quand même été assez déçu. Ah ouais? Comparativement, je m'attendais à quelque chose de grandiose de ce qu'ils avaient montré en démo. Je l'ai testé. Ça c'est vraiment certaines ratées, là. Il faut générer environ une dizaine de vidéos pour en avoir un qui est décent. Ouais. Sinon, là, le résultat est pas suffisant, là. Mm. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir quand même l'évolution et la rapidité de Ouais. l'évolution. Si on regarde il y a un an en arrière, on était encore sur les photos, quand on voit ce qui se fait aujourd'hui. Là, en fait, finalement, on annonce les vidéos. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se projeter un petit peu dans l'avenir et de voir qu'en fait, on a encore des nouveaux modèles d'intelligence artificielle qui arrivent, comme ils sont annoncés là. Et on va voir comment ils vont être opérationnels. Mais ça veut dire, avec aussi l'annonce des agents qui arrivent, on peut deviner que 2025, là, ça va être une année charnière. Enfin, moi, bon, on peut dire que déjà l'année dernière aussi, mais j'ai vraiment le sentiment que là, on est en train de basculer dans un autre monde. Et moi, c'est ça que j'ai l'impression qu'il y a une compétition énorme entre ces acteurs-là. Même des fois, ils vont un peu vite. Faut le sortir. Il faut Ouais, dire, ouais. je ne suis pas perdu. D'accord? Mais qui va gagner? Qui va gagner? Qui va être le leader pour demain, en fait, peut-être écraser les autres? Je ne sais pas. Sachant qu'il y a eu encore des annonces aujourd'hui sur les Chinois. D'accord? Donc, on a des IA chinoises qui arrivent et qui sont apparemment moins chères et aussi performantes. Donc, On va dépasser les 30 minutes, les amis, on s'était dit. Merci, merci dans tous les cas pour cette veille. C'est vrai que ça va à fond la caisse, il faut suivre. Deuxième séquence, c'est le sujet. Et là, c'est Nico qui a préparé un sujet pour nous aujourd'hui, pour nous expliquer un peu comment on peut gérer ces données sur l'IA. Ouais, et moi je suis beaucoup moins préparé que l'ami Jean-Philippe, qui avait fait un super fond intégré et tout. Non, moi je veux parler des données et faire un peu le lien avec ce que disait quand même Jean-Philippe, en zoomant sur ChatGPT, parce que le nerf de la guerre dans l'IA, c'est finalement la donnée.
Pour refaire une petite base pour tout le monde, le fonctionnement des IA et notamment de ChatGPT, c'est d'abord c'est de l'algorithme, c'est des milliards de paramètres et c'est surtout des données d'entraînement qui se sont servies sur le web par des archives de livres, par beaucoup de forums, de manuels. C'est ce qui fait finalement au départ, si on oublie leur connexion après en temps réel à Internet, leur base de connaissances et sur lequel ils se sont entraînés. J'en parle parce que c'est d'abord la base, et quand on va après sur ChatGPT sans se connecter à la fonction web, si on fait une requête dessus, il va aller dans ses bases d'entraînement pour générer du contenu. Donc si je suis Office, si je parle de ma destination dessus, finalement, il va me sortir quelque chose qui sera souvent très proche, voire réel par rapport à ce qui existe, mais ça sera basé sur ce qu'il aura, lui, récupéré. Alors ça s'arrêtait, moi les derniers chiffres que j'avais, on était sur octobre 23, mais l'impression que ça bouge quand même très très vite, hein. Je suis pas ça tous les mois. Quand est-ce qu'ils se remettent à jour? Ça, c'était la dernière fois où ils se sont arrêtés a priori sur les données d'entraînement. Du coup, si on se dit, bah, moi, je veux m'en servir pour mon quotidien, dans mon entreprise ou dans mon... Bah, j'ai un petit problème parce que du coup, si je tape dessus, j'ai un problème de pertinence quoi qu'il arrive. Donc, la possibilité qui est offerte par ChatGPT, par exemple, mais les autres aussi, c'est de mettre sa propre base de connaissances. Ces bases de connaissances, ça peut être n'importe quel fichier. Alors, il accepte à peu près tout, que ce soit des fichiers Excel, des fichiers PDF, des images d'ailleurs qu'il interprète plus ou moins bien en fonction des différents outils, mais surtout des PDF. Et dans le milieu du tourisme, des PDF, on en a pas mal. Et c'est bien parce que c'est quelque chose, en tout cas moi pour les tests que j'ai fait, qu'il arrive le mieux à interpréter. Donc ça veut dire que si demain vous voulez créer votre propre outil GPT personnalisé, vous pouvez vous dire, moi j'ai ma base de connaissances, c'est mes PDF, c'est mes FAQ que je peux mettre simplement dans un Word, je les rassemble le tout. Et en allant dans ChatGPT, vous pouvez directement aller déposer vos fichiers. Et la nouveauté, ça fait le lien avec ce que tu disais Jean-Philippe, jusqu'à présent, pour faire ça, il fallait utiliser des custom GPT. Donc c'était d'aller dans GPT, d'aller dans la fonction Custom GPT, et comme son nom l'indique en anglais, pour en faire des GPT personnalisés pour soi-même. Donc ça reste toujours d'actualité. On rentre, on met des instructions et on glisse tous nos fichiers. La nouveauté avec la version projet, c'est que c'est un peu le même fonctionnement. Dans la version projet, tu lui donnes tes instructions et tu lui donnes aussi tes fichiers. La force derrière, c'est que finalement, quand après moi, dans mon super exemple de OT d'Horizon Escapade, c'est vraiment un nom inventé par ChatGPT, ça ne veut rien dire. Euh, Quand je vais après interroger, il va aller directement dans ma base de connaissances. Et dans le test qu'on avait pu faire, alors c'était avec l'Office de tourisme de Terre, Loire et Canaux. Donc, je ne connais pas, mais je les salue, hein, parce que je ne connais pas ce territoire. Ils avaient un beau PDF. Et ben, dès que j'interroge, il va chercher directement toutes les données, et donc, l'horaire d'ouverture de l'office, j'avais fait le test pour trouver directement toutes les locations de vélos. Donne-moi les locations de vélos, le PDF, il faisait quand même 45 pages, il m'a sorti directement ça. Et en faisant ça, ben, on voit l'usage là sur ce que je donnais sur un office de tourisme, mais on peut s'en servir, et nous, on s'en sert, on travaille par exemple sur des données RH administratifs. Je pense que tout le monde dans son entreprise, on a plein de notes de service sur en cas d'arrêt maladie, en cas d'accident, aussi pour nos tickets resto, pour retrouver la bonne information. C'est souvent très compliqué. Là, bah, vous faites le même principe, vous déposez vos 25 fichiers Word et vous l'interrogez. Et quand vous l'interrogez, j'ai travaillé qu'une demi-journée, est-ce que j'ai droit à un ticket restaurant? Le système, tout de suite, il pourra vous répondre. Et ça, pour moi, c'est en plus un vrai gain de temps au quotidien pour toutes les structures, touristiques et Ouais. autres aussi. Et ça vaut vraiment le... Ça va loin parce qu'on a fait l'exemple, on a fait l'expérience ce matin de scanner, enfin de mettre un scan de feuille de présence où il y avait l'émargement, enfin c'était dactylographié, c'était une liste euh, Ouais. informatique mais avec les signatures. Mais immédiatement pour préparer le compte rendu, le chat GPT a reconnu, a dit lui il était présent, lui il était présent, lui il était excusé. Ça c'est quand même, ça c'est du gain de temps quoi en fait. Bah, c'est Vraiment. du gain de temps, puis c'est vraiment très pratique. Moi, j'étais dans enfin, c'était dans une relation RH pour recruter une alternante. Pose la question de savoir ses horaires, est-ce qu'elle peut avoir du télétravail? Je ne savais plus, moi. Alors là, j'aurais dû retrouver le document et tout ça. Je suis allé là-dedans, j'ai tapé. 30 secondes plus tard, je pouvais lui dire ce qu'il en était. Ça, c'est cool, quoi. Ouais. Là, on a Ouais. notre MOOC LM aussi, non, qui permet de le faire, ça. Ouais, mais c'est moins, pour moi, notre book LM est moins adapté pour ça. Notre book LM permet vraiment de faire des synthèses de documents. On te laisse, on te laisse continuer si tu veux, Nicolas.
Non, mais j'avais fini. C'était pour Ouais, présenter dans les grandes lignes ce qu'on ouais, pouvait faire. Et je vous invite vraiment à partager. Il y a pas mal de tutos qui existent pour prendre. Et le tout, c'est de se lancer, moi, je trouve là-dessus. C'est que ouais. voilà, n'ayez pas peur en disant, ouais, mais ça, c'est pas pour moi. Enfin, franchement, faites un test. Vous avez 2 documents, vous faites le test. Et c'est super intéressant. Et c'est le premier pas pour moi, je trouve, dans les outils un peu d'IA si on n'y est pas allé. C'est la question qu'on se posait avec Jean-Luc là, quand on a eu un petit échange, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que je garde mon chat, mon GPTs ou est-ce que je vais sur projet? D'accord? Finalement, moi j'avoue que j'ai encore du mal à me dire, est-ce que j'ai des outils, des GPT adaptés? Est-ce que maintenant je bascule en projet? Je teste les deux. Mais bon, après, par contre, ce que je trouve qui est intéressant, c'est de récupérer dans le projet justement les conversations qui étaient associées, quoi. Ouais. Moi, je suis en train de vraiment tourner vers projet, hein, parce que tu dis, en fait, tu retrouves tout et c'est vraiment mieux. Et la petite quand même info, alors que je pense que vous connaissez, mais qui est toujours intéressante à partager. Moi, j'ai redécouvert ça. Vous savez, quand on fait une discussion, même brute, tu vas sur ChatGPT, tu lances une discussion, puis tu pars, puis tu mets des Ouais. documents d'ailleurs potentiellement dans ta discussion, et tu te dis, bah, elle peut durer cette discussion. En fait, ce qu'il faut faire gaffe, c'est qu'il a une mémoire. Et que ce que tu lui as dit au début en te disant, tu commences ton truc, tu lui donnes tes documents et tu descends, au bout d'un moment, il a oublié. Il va oublier, Parce ouais. qu'à chaque fois, il fait des resynthèses, de synthèse, de synthèse. Et si tu continues, au bout d'un moment, toi, tu dis, mais pourtant, au début, je lui ai dit, il a oublié la moitié de ce que tu lui as dit. Et ça, c'est important parce qu'à la fin, tu peux te retrouver à pas comprendre ce qui s'est passé. Et ce qui n'est pas le cas quand tu as tes outils projets ou Custom GPT. Là, il reste dans sa propre mémoire. Et puis Donc, c'est super à voir. c'est un avantage aussi, c'est que ça permet, quand tu es au début d'un dossier, pour moi la différence entre les deux, Custom GPT, ça permet de faire des tâches répétitives, voilà, dans le style écrit un type de post pour Facebook de telle forme, et à chaque fois ça fera la même chose, alors que le projet, on est beaucoup plus dans la gestion de dossier. Je prépare mon rapport annuel, hop, je vais mettre l'ensemble des sources que j'ai là-dedans. Moi, j'ai fait un dossier de presse pas plus tard qu'hier après-midi en mettant en vrac tout un tas de docs que j'avais qui venaient des réunions de l'association. J'ai fait un prompt où j'ai mis un plan, tout ça dans un projet. Franchement, le résultat, il est absolument rapide et énorme, quoi, en fait. Ouais. Moi, la seule raison, par contre, qui me fait encore hésiter à basculer tout vers les projets, c'est la fonctionnalité de permettre de combiner des custom GPT Ah oui. ensemble. Donc, ça, en ce moment, moi, j'en ai beaucoup qui ont été créés. Donc, un pour un contexte, donc par Oui. exemple, chacune de mes organisations, et un pour une action, une fonction qui fait que je suis capable de les combiner. Donc, par exemple, si je prends une de mes organisations comme Voile en Voile et qui est un custom GPT et que je prends un custom GPT pour faire un calendrier éditorial, mais je suis capable de les combiner. Donc, de faire que dans Voile en Voile, je crée un calendrier éditorial, ce qu'on n'est pas encore capable de faire avec les Mm. projets. Ouais. Mais c'est vrai, mais en fait, quand je réfléchis, je suis pas en train de migrer d'ailleurs. En fait, c'est plutôt un usage, effectivement, j'ai presque mes agents IA d'ailleurs, plutôt sur forme de custom GPT, où là, Ouais, tu les as pour gérer tes photos mid-journée, pour tout un tas de trucs, comme tu disais, Jean-Luc, des choses récurrentes aussi. Et finalement, mais c'est vrai que l'autre côté, il est sympa pour rassembler sur un gros thème euh, tes différentes conversations en te disant, au moins, je suis pas obligé de remettre. Sur des projets comme IA Tech Travel, j'en ai un des projets. Comme ça, je peux mettre ce ouais, que je travaille. Et là, par contre, c'est dedans. Et ça a pas trop, ça a moins de sens en custom GPT. Ouais. C'est ouais. plus dans le côté. Par contre, ce que dit Jean-Philippe sur cette possibilité énorme de mixer les custom GPT, de les faire travailler en mettant un arrobase et puis en allant chercher un autre custom GPT, là c'est quand même, en voyant la démonstration, c'est quand même très puissant ça comme Ouais. fonctionnalité quoi en fait. Ouais, après, moi, je travaille pas toujours avec que des tâches récurrentes sur les GPTs, hein. Il y a aussi des approches beaucoup plus larges, des modes coaching, par exemple, tout ça, qui sont aussi très intéressants à travailler comme ça. Et après, juste pour info quand même, c'est Claude qui avait quand même un espace projet. Ouais. euh, et ChatGPT, là-dessus, lui a quand même un petit peu pompé la fonctionnalité, d'accord, pour ajouter et être concurrentiel avec lui. Par contre, après, ce que je regrette un petit peu, moi, sur le côté projet, c'est la limite, parce qu'en en fait, tu peux charger 20 fichiers, quoi. Et après, il va te bloquer. Et je trouve qu'à des moments, si tu fais vraiment un travail de fond, c'est-à-dire que moi, j'en ai construit vraiment pour essayer de pousser un peu loin des démarches globales et tout ça, et où j'ai envie d'envoyer beaucoup plus de documents qu'une vingtaine, et en fait, il te bloque. Voilà. Alors, j'étais déjà parti pour l'info, en fait, de Claude, où j'avais utilisé les projets pour Claude, et qui vous met une limite en termes de mémoire.
Et j'avais migré justement vers ChatGPT pour combler ça et j'avais moins de contraintes dans les GPTs, justement, je pouvais mettre beaucoup plus de docs. Et en fait, en revenant sur les projets, je suis assez surpris qu'en fait, ils le limitent comme ça. Ouais, Ah moi, ouais. Hmm, d'accord. Ok, ok. Mais écoutez, merci beaucoup. Je vous propose qu'après ce sujet, nous allions passer à l'étape suivante, c'est-à-dire c'est l'outil. Et là, c'est Benoît qui nous présente l'outil du jour. À toi, Benoît. Eh ben, écoutez, alors le temps de partager mon écran. Voilà. Hop, voilà. Donc, je suis sur ChatGPT et c'était vraiment, je voulais vous partager l'outil Canva, qui est un outil qui était en mode test jusqu'au mois de décembre et qui a été annoncé comme officiel. Donc, vous l'avez aujourd'hui dans votre espace de conversation dans ChatGPT. Si je clique ici, je vais afficher tous mes outils. Et dans mes outils, j'ai Canva que je peux cliquer là-dessus. Et là, je vais aller lui mettre un petit texte. Ici, voilà, j'ai préparé un petit texte comme ça et je vais rentrer et vous allez voir qu'en fait, il va reprendre le texte directement dans une fenêtre et que la fenêtre après, alors attendez, je vais juste enlever vos visages que je puisse travailler. Là-dedans, voilà, on va se retrouver avec le texte et on va se retrouver avec une autre interface où à gauche, je vais me retrouver avec la conversation et puis à droite avec un éditeur de texte finalement comme un Word, mais bon, intégré directement dans ChatGPT et avec des nouvelles fonctions. Et c'est intéressant. On va voir ici que j'ai un petit menu qui se déplie en bas à droite où en fait, je veux pouvoir, on va les passer en revue voir certaines modifications. Donc, si je clique 2 fois sur le petit bouton, il va me générer des suggestions de modifications directement dans mon texte, là-dedans. Donc là, c'est vraiment, il va comprendre ce qu'il y a dans le texte et puis il va me dire, ben voilà, vous pourriez faire ci, ajouter un exemple, vous pourriez renforcer la phrase là-dessus, là-dessus. Et moi, si je viens dessus, j'applique ou j'applique pas. Donc, je peux regarder ça, tout ça. C'est assez intéressant. On va en appliquer un par exemple et il va modifier la chose directement sur mon texte. Donc, ce qui est assez intéressant quelque part, c'est que j'ai d'un côté la modification, je peux modifier mon texte dans sa globalité, et là, je peux être chirurgical. Donc, on va faire, en plus, on peut revenir en arrière ou voir les modifications. Donc là, ici, en haut à gauche, je peux afficher toutes les modifications qui ont été faites, c'est-à-dire qu'il m'a supprimé ce texte Ah oui, et il m'a rajouté celui-là. oui, Et j'avais pas si je vu suis ça. pas content, je peux revenir en arrière ici avec, alors juste j'ai ma fenêtre qui m'empêche de voir C'est en bas de restaurer cette version, voilà. Et je reviens à l'approche initiale. Et là, ce qui est un autre truc qui est assez intéressant, c'est d'aller directement, si je clique sur ma petite croix ici, là, je peux modifier ce paragraphe. Donc, on a deux opportunités à un moment donné, c'est de travailler, mais vraiment quand je parle de chirurgical, un travail chirurgical, c'est-à-dire que là-dedans, je dis ce paragraphe, je vais lui dire, ben, hop, attention, celui-là j'ai loupé, plus concis. Et, ouais, je ne sais même pas si j'ai fait plus concis, j'ai pas vu gaffe ce que j'ai mis. Ah oui, t'as mis Ouais, plus concis, ouais. ça, ouais, c'est ça. Et là, il vient de me faire de reprendre ce paragraphe-là de manière voilà, plus réduite. Après, je peux aussi aller directement un dîner étoilé, ça me plaît pas. Je vais sélectionner ici et là, je peux encore ici dire autre expression, par exemple. Et finalement, il va aussi s'exécuter juste pour ça, quoi. Et il va me remplacer que cette petite partie-là. Et ça, que je trouve, c'est vraiment intéressant. Si je reviens en fait sur à droite, en bas, ce qui est intéressant aussi, c'est de reprendre ce texte-là et je peux gérer la longueur. Alors, je vais pas le faire parce que sinon, je vais perdre pas mal de choses là-dessus, mais je peux vraiment faire beaucoup plus court ou beaucoup plus long ici. Après, on va voir qu'il y a encore une autre possibilité, c'est que selon à qui je m'adresse, je peux travailler un texte plutôt adapté à des enfants, donc maternels. Alors imaginez maintenant, on travaille pour
une page qu'on a pour un office du tourisme ou pour une entreprise, et on a une offre enfant, et on a envie, ou alors on fait une petite page blog spéciale pour la famille avec un focus enfant. Je vais prendre mon texte ici, et puis je vais lui dire, bah, vas-y, écris-le-moi sur le côté maternel, quoi. Et là, il va me reprendre tout le texte et il va me l'écrire pour un enfant de bas âge. Alors attention, si vous avez fait des modifications avant, comme il reprend tout le texte, il va en fait à un moment donné, modifier les micro-modifications que vous avez fait avant. Donc il faut faire attention à ce genre de choses-là, mais sachant que vous pourrez toujours revenir en arrière ici pour restaurer en fait ce qui se passe. Voilà, je Ouais. vais restaurer encore ma version et je vais finir les dernières trucs. Là, j'ai un petit côté, je peaufine euh, ce texte-là, c'est-à-dire qu'il va lui regarder pour améliorer un petit peu, mettre du vernis sur le texte. Et si je veux rajouter en plus des emojis, j'ai le choix de le faire sur les listes, sur les mots, sur des sections. On va le faire sur tous les mots et vous allez voir, on va avoir des emojis un petit peu partout. Alors ça, c'est plutôt dans la dimension community manager. Si je veux travailler directement mes contenus là-dedans, bah, c'est assez intéressant. Voilà. Moi, je retiens deux choses là-dedans. C'est vraiment pour ceux qui font de la rédaction, c'est un outil qui nous permet d'être vraiment très très fin dans l'approche. Il faut faire attention quand on veut faire des longues parties. J'aurais tendance à dire attention, faites des copies à un moment donné, puis faites-le avec un Word à côté, enfin faites-le par étapes, parce que sinon, si vous renouvelez tout le texte à un moment donné, bah, toutes les micro réparations entre guillemets de votre texte, elles risquent de disparaître. Et puis après, c'est aussi intéressant dans une logique de gestion de projet des fois. Si vous avez des étapes, par exemple, dans une gestion de projet, ben, vous pouvez travailler une étape à part entière et tout ça, dans la présentation, ainsi de suite. Donc, moi, je sais que j'utilise dans les deux dimensions et je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà. Ouais, moi, depuis que tu nous as montré ça, puisque c'est quand on a fait le pilote que tu nous as montré ça et que j'ai découvert, mais moi j'en fais un usage immodéré et je trouve que c'est très très puissant. Et là, j'ai encore appris des choses aujourd'hui parce que j'avais pas vu le timer avec les versions précédentes. Voilà. Donc ça, c'est top, quoi, en fait. Ouais. Puis, comme Benoît le disait, je pense que c'est super intéressant quand on a justement un texte sur lequel on veut écrire, donc que ce soit un article de blog ou quelque chose comme ça, je pense que c'est vraiment la bonne utilisation. Il y a des moments, par contre, où est-ce qu'on veut avoir des textes successifs et c'est là que Canva a un peu plus de difficulté. C'est que si on veut lancer plusieurs requêtes une après l'autre et voir ce qui s'est passé à chaque fois et voir l'évolution, là, on est mieux de retourner dans le mode normal parce que et ce matin, j'avais cette problématique-là. Je voulais écrire un document de plusieurs pages. Donc, j'ai demandé un plan détaillé. Là, j'ai demandé rédige la section 1. Là, j'ai dit rédige la section 2, mais il s'était basculé en mode Canva et là, il a tout annulé ce que j'avais fait à la section 1. Donc, Oui. il y a des bonnes utilisations, il y a des bons moments, comme Benoît disait, là, vraiment, la rédaction d'articles, des guides et tout ça, c'est vraiment pertinent. D'autres moments où est-ce qu'on est mieux avec le système traditionnel, là. Ouais, C'est des super. fenêtres en fait dans ta conversation et après, c'est à Ouais, toi je te de passer à une fenêtre la d'après fermer. pour éviter que tu te manges la première. Et donc, il faut plutôt faire ça. Et puis moi, le conseil que je donne, c'est tu fais ton Word à côté et quand tu as ton texte, il est nickel pour être sûr de ne pas faire une mauvaise manip. Tu fais un copier-coller et tu le mets sur ton Word. Et s'il faut, tu reviendras refaire un copier-coller et tu iras le retravailler en fait parce que ça prend 2 secondes pour le remettre là-dedans. Donc au Ouais. moins s'assurer que. Et comme ça, tu vas faire par section, comme ça, tu peux avancer. Et c'est vrai que si tu fais un long texte comme ça, de toute manière, il va venir régulièrement te mettre ça, parce qu'il va te le faire aussi en tableau, il peut te faire pas mal de choses comme ça. Donc, il faut après c'est une petite manipulation quand même. Enfin, il faut s'y habituer, tout ça, mais c'est quand même assez intéressant. Ouais, Ouais. c'est top. Moi, je trouve aussi que c'est vraiment super puissant. Je m'en sers énormément. Ce que je trouve vraiment cool, c'est quand même, au-delà de la puissance de l'outil, c'est, tu vois, l'apport de l'expérience utilisateur, en fait. Ils ont pris soin de faire quelque chose. Tu as le truc sur le côté, tout ce que tu montrais, les petites tirettes, les machins. C'est vraiment pensé aussi. On est loin des toutes premières moutures où ça n'existait pas, mais où c'était vraiment brut de chez brut. Là, tu sens qu'ils travaillent pas mal la chose. Et tout à l'heure, tu parlais, je crois que pour le coup, c'est Claude qui avait le premier avec Artefact. C'est lui, Ouais, encore une oui. fois, et il s'est fait encore pomper. Ouais. Exactement. C'est Ouais, ça. Tout à fait. et c'est quand même beaucoup plus performant que la fonction Google Doc de Gemini, enfin, est sans commune mesure beaucoup moins intéressante, quoi, en fait. Ouais, Allez, les amis, dernière séquence. Merci Benoît pour cette présentation de l'outil. Dernière séquence, c'est la question. Répondons à une petite question que nous a suggéré Benoît, c'est est-ce qu'on peut partager une anecdote ou un cas concret
où l'intelligence artificielle vous a vraiment surpris ou a dépassé les attentes, et tout ça dans le domaine du tourisme. Alors, est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous avez un exemple? Ouais. Mais je peux peut-être partir le bal. Donc, moi, durant le temps des fêtes, je m'étais mis de la lecture de chevet, donc de livres justement que je trouvais intéressants. Plein milieu du livre, je me suis dit, il doit y avoir une meilleure solution. Donc, je suis allé dans ChatGPT et j'ai fait un custom GPT pour être capable d'analyser un livre. Donc, dans un premier temps, je lui donnais un titre d'un livre. Dans ce cas-ci, c'était ça s'appelait To Build a Story Brand. Et là, donc, avec tout l'ensemble des informations qu'il a, comme Nicolas expliquait tantôt, il connaît tout sur tout. Donc, je lui ai dit, sors-moi les grandes lignes du livre. Et il me l'a fait en 2 étapes. Et après ça, je lui ai dit, applique-les à mon organisation. Donc là, il a pris les grands concepts définis dans le livre et là, il s'est mis à me dire, tu devrais faire telle chose, telle chose, telle chose dans mon organisation. Donc, pour moi, ça a ouvert une porte incroyable. Après ça, je me suis mis à taper tous les livres les plus populaires. Donc, je lui ai demandé l'analyse, le résumé, je lui ai demandé de l'appliquer à mon organisation. Et j'ai eu plein de bons Et conseils vraiment c'est- spécifiques que j'ai trouvé pertinents. c'était des livres sur le management, sur l'organisation, des choses comme ça. Exact, exact. Fait que des livres sur, c'est ça, How to Influence, c'est ça, les acheteurs, des choses comme ça. Et là, il me sortait beaucoup de suggestions, donc avec les plus grands livres disponibles, et j'avais des recommandations personnalisées. Donc là, ça a vraiment dépassé mes attentes. Fait que c'était une belle utilisation. C'était pas Blanche-Neige quand même que tu disais, c'est ça? Non, non, non. Ok. Allez, Benoît, toi? Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment que je travaillais sur l'analyse d'image et comment on peut travailler l'analyse d'image. Alors, j'ai poussé le sujet à un moment donné. Et puis, alors, moi, j'ai une belle-mère qui a des gîtes. Alors, elle est un peu connue par certains, qui a 5 gîtes dans les Pyrénées, tout ça. Et je fais toujours les tests là-dessus. Et j'ai commencé à le faire sur une image, puis je l'ai fait après sur une dizaine d'images, intérieures, extérieures. Et c'est quand après, j'ai travaillé assez, le prompt assez poussé et tout ça. Et là, quand j'ai commencé à avoir un descriptif, en fait, qui était d'un niveau largement supérieur qu'au nombre de professionnels qui le font, quoi. Uniquement, en fait, par de l'analyse d'image. Et ça, là, ça m'a resté, je suis resté waouh, enfin, vraiment bouche bée sur le fait, cette capacité par l'image de générer un descriptif texte, en fait, majeur. Ouais. Et je pense que beaucoup de professionnels aujourd'hui devraient se faire aider de simplement avoir des bonnes images et tout ça pour arriver à le faire, parce que c'est souvent largement meilleur que ce qu'ils font à la base. Nico? Alors, moi, en fait, je suis resté le plus corpo de la bande. Non, en fait, c'était le. Parce que non, mais c'est vrai, ça m'a bluffé quand même, là, ce niveau d'année. Si on se souvient, on était tous les quatre sur scène aux ET à Pau. Et j'avais présenté ce qu'on avait fait avec mon pote le rédac, qui était avec l'équipe, avec toute la base d'offres qu'on avait, plus de 2000 offres, plus notre ligne éditoriale, de travailler de ce marketing des offres en se servant de ChatGPT, des custom GPT. Et je disais déjà à l'époque que ça avait bien marché, ça allait dans le bon sens. Et en fait, ça a dépassé, ça a dépassé, on est arrivé à plus de 250 contenus qu'on a pu générer de cette manière-là, toujours avec le contrôle humain. Les équipes, c'est génial. Je leur avais demandé, c'est très quali, le gain de temps qu'on a en interne, le gain de temps vraiment qu'on a aussi pour être vachement plus réactif avec les acteurs, parce que quand ils déposent une offre, on peut très vite. Et là, à partir de ce début d'année au 1er janvier, on est vraiment passé à 100%. Alors, pas d'automatisation, mais 100% maintenant, tous les contenus qui viennent sur notre plateforme passent par ce système. On garde l'humain à la fin pour la qualité. Et non, mais c'est vraiment énorme en fait. Parce que franchement, quand tu penses au gain de temps, au gain économique, c'est plusieurs milliers d'euros. Et pas de RH perdu en fait. C'est des milliers d'euros alors pour des sous-traitants, franchement, où on pouvait faire appel à eux sur ce sujet-là. Mais et moi, ça, je trouve, c'est vraiment cool. Et c'est l'appropriation par les équipes. Là, on a vraiment quelque chose. Voilà, bon, c'est un peu moins fun que vous, mais Alors, Très concret, très pertinent. Ouais. moi, le dernier truc qui m'a bluffé, c'est que je m'occupe d'un salon du vin dans mon village. Je devais refaire bah oui, je devais refaire le site internet pour l'édition 2025 avec tous les nouveaux vignerons, etc.
Et même si je m'aidais l'an dernier de l'IA pour faire mes textes, là j'ai fait un custom GPT en allant chercher sur Internet, en automatisant la recherche sur Internet, les informations sur les vignerons, mettant tout ça dans un custom GPT avec un exemple d'un article déjà existant sur le site. Et franchement, il me faisait une version réseaux sociaux, une version site. J'ai 50 vignerons cette année, dont 20 nouveaux, j'ai mis 2 heures, quoi, en fait. C'est Ah, wow. un truc de complètement de fou. Après, je le fais vérifier par les vignerons, etc. Mais globalement, c'est totalement satisfaisant, quoi, en fait. Ouais. J'ai mis un peu de temps pour créer le custom GPT, mais après, c'est waouh. J'ai dit Ouais. bravo, quoi, en fait. Voilà. Bon, eh bien, les amis, merci pour ces questions. On est resté à peu près dans le timing, ça c'est super. Merci beaucoup, bonne journée à tout le monde des 2 côtés de l'Atlantique. Cette vidéo est diffusée, si vous la voyez aujourd'hui, sur les différents réseaux que nous avons, le site et blog IA et Tourisme au Québec, la newsletter IA Travel Café, Tech et Travel Café. Non, à chaque fois, hein, c'est IA le Tech blog Travel Café. tourisme.info, nos Trop bien. LinkedIn, chaîne YouTube, etc. Et donc, restez à l'écoute. On aura rapidement une autre émission, numéro 2, à vous proposer. Au revoir. À bientôt. À bientôt.